Alors, bonjour à tous. En ce beau mercredi du mois de mars, on est extrêmement heureux aux Forces fraîches d'inviter, d'avoir plusieurs membres de l'équipe du Living Lab de Rivière-du-Loup avec nous. Pour la petite histoire, là, nous, on a la chance de collaborer avec Jimmy et Laure du Living Lab là, depuis plusieurs mois. J'ai aussi la chance de travailler avec David, qui va peut-être pas se joindre. Peut-être à 13h20. Et voilà, super. Je vais essayer de mettre nos amis. Si vous pouvez vous mettre sur mute, juste pour s'assurer qu'il n'y a pas de surprise là, si vous avez à prendre un appel. Donc, on est extrêmement heureux et chanceux de vous offrir aujourd'hui une discussion avec la gang du Living Lab de Rivière-du-Loup pour plusieurs raisons. Tout d'abord, c'est des êtres ultra gentils. Ils vont peut-être aussi vous parler un peu du concept de centre de transfert technologique, le CCTT. Là. On a à peu près 59 au Québec. Peut-être que ce n'est pas le chiffre exact aujourd'hui, mais c'est des organisations qui sont ultra importantes dans la chaîne de valeur de l'innovation au Québec. Et donc, le Living Lab de Rivière-du-Loup et le CCTT en innovation ouverte. Puis l'autre raison aussi, au-delà des êtres humains fantastiques que vous allez rencontrer, c'est que l'innovation ouverte, pour nous, c'est une des clés de l'intelligence collective, de la participation citoyenne, de la capacité d'amener les gens à travailler ensemble, à être valorisés dans leur intelligence, dans leur force de chacun, puis par le collectif, d'amener des solutions innovantes à des problématiques, à toutes sortes de problématiques, dont celles systémiques. Donc, nous, c'est au cœur des forces fraîches et donc d'être capable d'avoir, on le fait de notre mieux, mais je pense que d'avoir la gang du Living Lab qui vont être capable de vous donner les meilleures pratiques en termes d'innovation ouverte, c'est précieux. Donc, sans plus tarder, j'invite la gang du LLIO. Jimmy, la parole est à toi. Merci beaucoup, David. Merci tellement de nous avoir envoyé un petit courriel pour qu'on puisse présenter tout banalement nos recherches et sur quoi on travaille. Puis là, je vois tous les gens qui sont là, fait que ça devient quand même. Je suis impressionné de voir, ben, je suis pas surpris, mais je suis impressionné de voir toute la qualité de gens qui se sont inscrits aujourd'hui. Merci beaucoup. Je suis content que ça vous intéresse, l'innovation ouverte. Puis j'espère qu'on va réussir à vous enchanter, ou si vous le savez déjà, vous connaissez déjà ça, ben, vous montrer des méthodes et des outils concrets pour maximiser les impacts, comme le titre le mentionne. Je vais commencer par partager mon écran, mais avant tout, je vais quand même vous présenter avec qui je vais faire la présentation. Je vais y aller par ordre que je vois. Il y a Pauline Ferrandez du LIO, il y a Steve Joncoux et il y a Annie Côté. Fait que ce sont mes précieux collègues, chercheurs et chargés de projet dans notre centre de transfert technologique. Alors, on commence ceci par quelque chose de très sérieux, bien sûr, c'est de l'innovation verte. Fait que je me suis dit que j'allais commencer par vous présenter cette photo. Là, je suis plus capable de voir en grand. OK, je vais être capable. Laissez-moi vous revoir. C'est mieux de parler à des gens quand même. Alors, commencer par cette image parce que on veut dire aussi que justement, comme la thématique, c'est comment utiliser l'innovation verte et collaborative pour maximiser l'impact de vos projets, sans baguette magique, dans le sens que on dit ça, mais que c'est pas une méthode sûre à 100% qui donne des résultats exacts comme on le souhaite, mais c'est plutôt une démarche, comme on dit, puis il y a certaines méthodes et outils dans ce type d'innovation, puis dans ces approches-là qu'on aimerait ça venir vous présenter aujourd'hui. Mais on n'a pas de baguette magique, mais malgré qu'on aimerait bien pouvoir dire que c'est magique. C'est surtout aussi que c'est tellement des fois complexe. Je ne sais pas si vous, votre niveau de littératie dans le monde de l'innovation verte, mais en tout cas, pour moi, quand j'ai commencé à travailler là-dedans, ça a été vraiment long avant de comprendre vraiment au bout de la ligne ce que c'était, alors que c'est assez simple, c'est juste innovation avec plus de collaboration. Fait que là, comment que ça. Au bout de la ligne, c'est un peu ça. Mais ce côté magique-là est un peu reste avec, puis des fois, on n'est même pas sûr de comprendre, même quand on fait des recherches, des séminaires, puis là, on débat même entre nous beaucoup sur toutes les thématiques qui incluent dans l'innovation verte, puis on rajoute collaborative. Alors, c'est juste pour faire un petit signe ludique. Alors, on est qui? On est le laboratoire d'innovation verte, un centre de recherche en transfert technologique du Cégep de Rivière-du-Loup. Puis, notre mission à nous, donc, c'est de faire de la formation, de l'accompagnement et de la recherche appliquée. C'est ça qu'on fait grosso modo. Alors aussi, donc, un peu dans le transfert. Et cet événement-ci nous donne l'opportunité de faire du transfert. Alors, c'est super. Merci encore, David, d'avoir pensé à nous. On est une équipe très multidisciplinaire, là. Des personnes plus en design, chargées de projet, du monde avec des doctorats en sociologie,
en expérience sensorielle. Pauline, elle a son de PhD sur les expériences sensorielles. Fait qu'on est un laboratoire vivant, mais ça essaie de voir comment les usagers se sentent et leur expérience dans les différents projets. Après ça, donc, notre mission en général, c'est de favoriser l'adoption de pratiques d'innovation verte et collaborative centrées sur l'usager. Cette adoption-là, ben, c'est pas mal vous qui a fait, puis vous êtes tout là, fait qu'on est super content de pouvoir avoir un public comme vous aujourd'hui. Si on continue, donc, juste pour vous présenter rapidement ce qu'on va voir aujourd'hui, on fait une petite présentation de qu'est-ce que l'innovation ouverte, donc vraiment les bases, une présentation de 4 projets, de là que tous mes contributeurs collaborateurs sont ici avec nous, partenaires de travail. Puis on va focuser sur une méthode et un outil aussi dans ces projets que nous, on a tenus. Puis après ça, il y a la période des questions. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat en attendant. Donc, commençons par la partie qu'est-ce que l'innovation verte? C'est peut-être là que vous êtes à différents niveaux dans votre connaissance. Mais l'objectif, c'est de définir un peu, de faire la définition, puis de présenter son contexte. Après ça, on va regarder les différents niveaux à laquelle les pratiques d'innovation verte s'attaquent. Puis, on va regarder les acteurs principaux qu'on entend d'habitude dans les pratiques d'innovation ouverte. Cette définition en partant, là, pour faire ça vraiment simple, l'innovation ouverte désigne des modes d'innovation fondés sur le partage d'informations, de ressources et la collaboration entre des parties prenantes. Ça, c'est la définition assez de base. J'ai même pris celle de Wikipédia que j'ai raccourcie, puis j'ai rajouté quelques mots pour dire, ah, c'est ça la connaissance générale, parce que les longues définitions théoriques, des fois, n'aident pas nécessairement le transfert, mais je pense que ça dit ce que ça a à dire. Puis l'innovation ouverte, pourquoi c'est devenu intéressant ou important ou stratégique? C'est vraiment par la transformation d'un environnement dans lequel les organismes naviguent, qui deviennent de plus en plus complexes, qui changent de plus en plus vite. C'est surtout beaucoup dû à l'hyperconnectivité des gens, qui permet de contacter tellement de gens rapidement puis de faire des choses, à faire avancer les choses beaucoup plus vite. Puis aussi considérant bon, les transformations climatiques, puis la population de la planète qui grandit. Ça, c'est pas mal les méga trends qui appellent, qui poussent à une complexité internationale qui nous amène, en tout cas pour les organismes, qui ont amené à développer une stratégie où il faut miser sur des collaborations, puis pour améliorer la capacité à s'adapter à ces changements rapides-là, puis donc de pouvoir, dans le fond, perdurer dans le temps. Donc, on pourrait dire que le succès d'une organisation est intimement lié à sa capacité à naviguer la complexité grandissante et de prendre avantage de cette complexité-là. Pour le faire, on avait des grands modèles d'innovation, puis c'est jamais un ou l'autre, mais on part dans le 20e siècle, l'innovation plus fermée, privée et linéaire, auquel on disait toutes les ressources, il faut que ce soit à l'intérieur de l'entreprise, puis on va avoir le contrôle sur nos innovations, on va faire de la recherche et développement interne, puis on va faire des brevets, puis après ça, on va conserver ça pour notre propre bénéfice. Des fois, quand c'est trop instable, puis ton marché que tu développes depuis si longtemps, puis ta feuille de route est bien enlignée, bien, ça se peut que tu te plantes. Puis qu'on a vu des entreprises donc, comme Nokia qui ont vraiment eu des problèmes à transférer parce qu'ils étaient très privés. Puis là, il y a des compagnies donc, qui se sont dit, ah, mais qu'est-ce qu'on devrait aller, vu qu'on ne peut pas avoir toutes les ressources à l'interne, on devrait aller prendre des ressources à l'externe pour pouvoir améliorer nos chances à développer des marchés. Puis après ça aussi, échanger nos ressources pour développer des marchés communs. Nous, on prend l'analogie du cône souvent, le cône étant la fabrique à projet. Il y a des idées qui rentrent dans le cône par l'intérieur de l'entreprise comme habituel, mais il y a d'autres idées, savoirs, compétences qui peuvent rentrer de côté pour pouvoir générer des projets communs qui permettent à 3 choses principalement. Un, c'est de continuer à être les leaders dans un marché qu'on occupe déjà. Le deuxième, ça c'est la partie droite de l'écran, aux parties supérieures, donc la deuxième comment dire, impact, ça pourrait être, dans le fond, le développement de nouveaux marchés. Non, c'est le développement de marchés que d'autres ont, mais qu'on voudrait aller s'immiscer dans ces marchés-là, mais que le risque de s'immiscer dans ce marché-là est quand même grand, considérant qu'il y a d'autres personnes qui l'occupent. Donc, en faisant des partenariats, on peut mutualiser les risques, puis essayer d'aller vers des marchés que d'autres possèdent. Et troisièmement, en bas à droite, c'est des nouveaux marchés, des marchés qui ne sont pas encore développés par personne, puis que là, le risque est quand même élevé. Donc, en mutualisant les forces, les compétences, ben, on peut aussi mutualiser le risque.
c'est jamais fermé ou ouvert. Il y a quand même une nécessité d'une certaine fermeture pour l'efficacité souvent des processus. C'est des marchés qui ne sont pas nécessairement volatiles, puis c'est des marchés qui sont bien rodés, comme on dit, puis ça fait longtemps qu'ils sont stables. Ben là, peut-être des manières privées fonctionnent très bien, mais dans des marchés qui sont émergents, ben là, d'aller chercher différents collaborateurs puis des ressources externes deviennent importantes. Puis après ça, on peut donc designer l'organisation selon le type de marché. L'innovation verte est à plusieurs niveaux. On parle de niveau individuel avec la capacité d'avoir une hétérogénéité de savoir pour pouvoir les combiner puis créer de l'innovation. Après ça, on a au niveau des projets, qui est une gestion de projet plus flexible, qui permet donc d'avoir des projets qui s'adaptent mieux à leur environnement changeant. On a des pratiques d'innovation verte au niveau de l'organisation. Souvent, c'est de celles-là qu'on parle beaucoup, qui sont au niveau de l'organigramme, les processus, comment les gens à l'intérieur de l'organisme échangent des savoirs. Puis, à un autre niveau supérieur, les organismes à innovation verte veulent avoir de l'impact sur leur écosystème. Puis pouvoir aussi changer leur écosystème, souvent, c'est dans une manière de développer l'offre ou la demande de manière équitable pour pouvoir bonifier le marché. Souvent, c'est de faire des liens entre les acteurs pour pouvoir créer des dynamiques comme des communautés de pratiques qui permettent de se mobiliser, des réseaux qui permettent de se mobiliser au niveau de l'écosystème. Vraiment, les pratiques d'innovation verte dans la littérature, ils sont à multiples niveaux. On voit traditionnellement les acteurs principaux avec qui on collabore. C'est le secteur privé qui a dit hey, si on utilisait mieux la recherche puis le secteur public pour faire de l'innovation, bien, cette triade-là va vraiment nous amener à un autre niveau d'innovation. Ça va permettre de transférer au public, ça va permettre au privé de dynamiser, puis ça va permettre à l'académique d'intégrer leur savoir dans le développement de produits puis le développement sociétal et aussi d'en retirer donc de la recherche et du savoir. Au fil du temps, on comprend qu'il y a aussi les secteurs sociaux qui est bien important dans le développement des écosystèmes. Puis là, les acteurs du secteur intermédiaire, ce qu'on peut dire tous les laboratoires d'innovation, centres d'innovation, dont les services principaux sont de supporter les écosystèmes, viennent vraiment en émergence. Puis toute cette approche-là est basée sur les humains qui sont usagers des produits et des services qui sont à développer, des innovations à développer. Fait qu'il y a toujours le côté innovation usagée qui vient en ligne de compte dans l'innovation verte. C'est pour dire qu'ils ont différents rôles, ces secteurs-là. L'académique, c'est plus produire des savoirs. Public, c'est plus de guider, l'imputabilité. Le secteur social, c'est d'avoir des impacts positifs. Les usagers, ben, c'est améliorer l'utilisation et les produits et services. Le secteur privé, développement économique. Et au centre, on a ceux qui veulent supporter l'écosystème. Donc, dans le développement de tous ceux-là ensemble, dans un développement économique, bien, ça nous permet, avec différents leviers, de mettre ces gens-là ensemble. Certains leviers peuvent être des espaces, des communautés de pratique, puis nous, on regarde beaucoup les espaces, donc des espaces de fabrication, des coworking, les hubs d'innovation, accélérateurs, incubateurs. On a aussi, donc, au niveau plus sociologique, des communautés de pratique, communautés d'innovation, puis l'utilisation d'outils numériques. Je mets juste ça parce que c'est un des thèmes aujourd'hui, méthodes et outils. Si on part dans les outils comme ça, on aurait pu faire la revue de tous ces outils-là ou tous ces leviers-là, puis on peut vous envoyer la présentation, puis vous aurez la photo, puis vous pourrez les décortiquer un après l'autre. Mais juste pour dire, il y a tellement de leviers d'innovation ouverts. Aujourd'hui, on a décidé plus de vous présenter 4 projets de type avec des outils, des méthodes qu'on a développées. Puis on pense que ça fait partie des meilleures pratiques, mais il y en a tellement, c'est un monde foisonnant. Puis c'est ce qui conclut ma partie. Puis une des parties principaux de l'innovation verte qu'on parle souvent, c'est les attitudes et les postures qu'il faut adopter. Puis c'est Annie qui va vous présenter cette partie. Oui, alors bonjour. Il y a 4 postures qu'on privilégie. Ce sont des postures utilisées normalement en design thinking. C'est l'empathie, la collaboration, la créativité et le prototypage. Je vais vous parler d'abord de l'empathie pour l'usager et son contexte. Il faut arriver à voir comment on peut impliquer nos usagers dans le processus. À l'école, c'est les élèves, les parents, ça peut être les profs aussi, les patients dans le système de santé, par exemple. On s'intéresse aux super usagers, mais aussi, dans certains cas, aux non-usagers, ceux qui ne retiennent pas nos services ou, par exemple, ceux qui ne vont pas à l'école. Il y a différentes techniques pour interroger les usagers puis acquérir de la connaissance sur ce qu'ils vivent
en les observant, en se mettant à leur place en immersion, en faisant des entrevues empathiques, des entretiens semi-dirigés, comprendre les parcours clients, co-construire aussi avec eux. Si tu vas à la slide suivante, la collaboration radicale, ça veut dire se forcer pour collaborer le plus possible, mais pas avec des gens qui ont la même pensée que nous, avec des gens de différents univers. Vous avez vu tantôt l'espèce disons, de fleur là, que Jimmy a montré avec des gens de la recherche, des gens du secteur public, privé, des usagers. Alors, on se force à collaborer avec des gens de tous ces secteurs-là pour avoir une meilleure vue de notre problème et potentiellement une meilleure solution. On a des méthodes variées, puis on veut provoquer des nouvelles synergies ou des interactions inhabituelles. Si on va vraiment maintenant vers la créativité systématique, on l'utilise. La créativité, ce n'est pas un don, contrairement à ce que plusieurs personnes pensent. Il faut la poursuivre avec une massue. On se force à diverger avec des outils, évidemment, pour trouver des idées avant de converger, c'est-à-dire choisir, sélectionner les idées qu'on va vouloir pousser plus loin. On va se donner un recul créatif en travaillant sur des questions, notamment la question « Comment pourrions-nous » ou CPN, nous oblige à se mettre en posture d'action. On essaie de faire des remue-ménages efficaces, il y a des trucs pour ça, puis on utilise le prototypage comme outil de créativité aussi. La dernière posture, le prototypage, c'est pour générer des idées, pour se tromper rapidement et échouer vite pour réussir plus vite. Ce n'est pas nécessairement technologique. Ce que vous voyez ici dans l'image, c'est le prototype d'une application pour téléphone intelligent. Et si on la produit vraiment, l'application, elle va nous coûter des dizaines de milliers de dollars. Et si on fait juste la dessiner, qu'on va voir nos usagers pour leur demander ce qu'ils en pensent, bien, on va tout de suite avoir un feedback qui va nous permettre de voir si on se trompe ou si on a raison en développant cette application-là. Les postures, c'est apprendre de l'échec et puis jamais tomber en amour avec sa première idée. Voilà. Merci, Annie. Pauline, maintenant, sur le transfert. Pour prendre le relais, on parle beaucoup de recherche collaborative, d'innovation ouverte, de partage de connaissances. Il nous semblait intéressant d'aborder cette notion de transfert qui est vraiment au cœur de l'innovation ouverte, comme on le disait, comme pierre angulaire. Le transfert de connaissances, on peut le nommer de différentes façons. On parle de mobilisation, de partage, de valorisation, d'échange. Mais c'est surtout, par définition, l'ensemble des efforts consentis pour faire connaître et reconnaître les activités et les résultats de recherche en vue de leur utilisation par les milieux de pratique, les décideurs. Comment faire le lien entre le développement d'une connaissance, on va dire, un peu plus fondamentale, jusqu'à son implication au niveau du terrain et qui est utilisée par les usagers. Donc, on est vraiment dans un contexte de recherche vers l'action. Si on passe à la diapositive suivante, on peut comprendre que ce processus de transfert de connaissances peut se faire de différentes façons. Soit on est en mode push ou on est dans un sens unidirectionnel. La personne qui a la connaissance va la donner, va la transmettre au milieu apprenant. Mais on peut favoriser un partage de connaissances plus bidirectionnel où là, autant l'apprenant que celui qui donne l'information vont interagir ensemble. Ce qui est encore plus intéressant et qui correspond davantage au concept de recherche collaborative, c'est d'avoir cette approche intégrée. Et comme on le disait à plusieurs reprises maintenant à travers le discours de Jimmy, de Annie, on a différents types d'acteurs qui interviennent dans le processus d'innovation ouverte. Eh bien, c'est de favoriser le transfert de connaissances de chacun de ces acteurs avec cette approche intégrée. Mais que retenir du processus de transfert de connaissances? Bien, c'est important de considérer le partage de l'information dès le début du projet. Ce n'est pas nécessaire d'attendre la fin, les résultats ou les livrables ou le prototype de toute la réflexion pour le transmettre au milieu. L'idée, c'est vraiment d'avoir de connecter, de faire correspondre et de diffuser l'information tout au long du processus du projet, d'avoir aussi un budget spécifique alloué à ce transfert de connaissances parce qu'une infolettre ou une infographie ou une facilitation graphique, ça coûte de l'argent et de la considérer déjà au niveau de la rédaction du budget avant de partir sur le terrain, c'est toujours mieux.
Il est important aussi d'adapter et de revoir le plan de transfert de connaissances tout au long du projet et selon chaque projet. Et puis surtout en fonction des activités de transfert. On ne va pas informer de la même façon un changement d'attitude, une prise de décision, la manière d'améliorer des pratiques professionnelles ou organisationnelles. Donc pour chacun de ces objectifs-là, on a une façon d'assurer ce transfert de connaissances et évidemment de l'adapter à chacune des personnes à qui l'on s'adresse. Alors, un dernier concept qu'on voulait vous présenter, parce que vous allez entendre beaucoup ce mot-là dans nos méthodes, c'est les Living Labs. On était un Living Lab, on a décidé, nous, de devenir un laboratoire d'innovation. Parce que les Living Labs, c'est quand même un type de laboratoire avec une méthodologie assez précise qui comporte de la co-création, comporte une approche avec multiples méthodes, d'engager les usagers, de faire de la participation avec plusieurs parties prenantes. Et la seule chose qu'on n'a pas nécessairement mentionnée ici, puis qui démarque le Living Lab des autres labs, c'est vraiment l'approche en contexte réel où, pour le prototypage et surtout la preuve de concept dans un contexte réel. Donc, sortir du laboratoire pour être dans un lieu où est-ce que l'outil, la technologie, le service est utilisé, sera utilisé. En gros, vu qu'on veut parler de méthode, bien, la méthode principale utilisée, c'est un processus qui veut être itératif, mais qui commence par s'inspirer. Donc, on définit la problématique, on la comprend, on la redéfinit avant de l'évaluer, avant de passer à l'expérimentation, qui nous permettra d'imaginer, de prototyper, de tester, ensuite d'évaluer, pour savoir, hey, on est-tu encore. Dans le fond, est-ce qu'on passe à l'autre étape? Est-ce qu'on réexpérimente ou est-ce qu'on sait même le contexte n'est même pas bon pour tourner à la partie comprendre? Parce qu'au bout de la ligne, ce qu'on vient de développer là ne répond pas aux besoins. Ou souvent, justement, c'est tellement changeant et ça change rapidement que ça se fait que ce soit le contexte qui soit totalement différent. Pour pas citer de nos projets, mais quelqu'un de clé qui quitte l'organisation, un changement au niveau des sommes monétaires attribuables dans les années subséquentes. Il y a différentes choses qui nous font revoir et retourner à la partie inspiration. Et par la suite, donc, il y a la partie diffusion ou la mise à l'échelle avant l'adoption de cette technologie-là qui comprend la modélisation, une communication, le transfert et encore une évaluation. Ces trois parties-là sont, on voit en bas, donc, il y a l'espace du problème, l'espace de la solution et l'espace du changement. Et on a structuré le reste de la présentation sur ces trois espaces pour vous montrer différentes méthodes et outils en lien avec ces différents cycles. On vous montre des projets qui sont à différentes étapes pour montrer une diversité donc, dans les méthodes et outils qui vous sont présentés. Et sans plus tarder, on passe avec la partie plus concrète, avec les projets, avec le projet Brio. Pauline, c'est toi qui en parle. Merci, Jimmy. Donc ici, on est dans l'espace problème. C'est au niveau, on l'a compris, au niveau du processus qui encadre la démarche en innovation ouverte, où on passe de l'espace de définition du problème à imaginer une solution, puis ensuite la diffuser au travers du milieu. Ici, on va se concentrer aux premières étapes. Donc au niveau de, on se place aussi avec le projet Brio, ou biotransformation par la recherche en innovation ouverte. Ici, on est dans l'implantation d'une nouvelle idée, d'une nouvelle solution. Et la question qu'on se pose à travers ce projet, c'est comment, si on peut juste revenir à la diapositive précédente, l'intérêt, c'est vraiment comment amener les acteurs d'un territoire à collaborer autour d'une solution nouvelle. Comment engager, quand on a une idée, quelque chose à proposer à cet écosystème qui fonctionne, mais on a envie de le faire un petit peu évoluer, comment favoriser donc l'adhésion, l'engagement de ces acteurs pour cette solution. Donc là, on peut passer et à travers l'exemple de ce projet-là, Brio, qui est un projet en collaboration avec deux unités de recherche, le groupe de recherche en environnement et biotechnologie, le GREB, et nous, le LIO, laboratoire en innovation ouverte. Ici, la question est de savoir comment valoriser les déchets de plastique autrement. Ça pourrait se faire comment? Ici, on voit qu'on est plutôt dans le mode hypothétique pour introduire un peu les manières d'aborder comment engager finalement les partenaires. On est plutôt sur la forme de scénario fictif. Donc, pour revenir au niveau des objectifs du projet,
on parle de biotransformation ou de biorecyclage, c'est-à-dire que pour le centre de recherche en biotechnologie, il s'agit d'identifier les bactéries québécoises capables de digérer ou de manger le plastique, puis d'optimiser et standardiser les protocoles et les processus de biodégradation et trouver des voies de valorisation des sous-produits. Ça, c'est la solution nouvelle qu'on veut proposer à l'écosystème qui gère les déchets de plastique. Mais maintenant, comment faire pour intégrer cette nouvelle solution dans notre écosystème? Eh bien, là, c'est là qu'intervient évidemment l'expertise du LIO, ou en tout cas l'étude des pratiques qui favorisent l'intégration d'une nouvelle solution à l'intérieur d'un écosystème. Et on voit bien placer au centre donc le GREB et le LIO, ainsi que des agents intermédiaires qui soutiennent l'écosystème ou les différentes entreprises qui interviennent dans la chaîne de valeur de la gestion des déchets de plastique. Et on va voir comment faire pour favoriser l'engagement ou l'engagement des parties prenantes à l'implantation de cette nouvelle solution de biorecyclage. Alors que pour le moment, on fait davantage du recyclage chimique et physique des plastiques. Donc, comment faire? Nous, on a décidé, et basé évidemment sur la littérature et sur notre expertise, d'installer une plateforme d'échange et d'action concertée. On parlait un peu plus tôt de transfert de connaissances. Ben, cette plateforme, c'est vraiment le moment, l'infrastructure, l'endroit qui va permettre de faire le pont entre le terrain, le milieu, les acteurs du milieu et le laboratoire, les expérimentations proposées par les chercheurs. Et donc, les deux vont s'alimenter l'un et l'autre pour que les chercheurs puissent aller informer le milieu de cette nouvelle solution et que le milieu va pouvoir finalement donner des éléments, des critères pour que cette solution-là s'implante le mieux possible. Maintenant, on dit qu'on veut installer une plateforme et favoriser les échanges et les actions concertées. Mais quand la solution n'est pas finale, comment faire pour favoriser l'adoption de cette solution qui n'est encore pas prête à être commercialisée? Mais on va favoriser les approches par design fiction ou bien des promesses plausibles. Un concept qui est plus qui s'inscrit davantage en sociologie de l'environnement, alors que le design fiction ici, c'est vraiment centré dans une approche centrée design. Mais l'idée, là, vous le comprenez, c'est d'aller formuler des scénarios fictifs, des hypothèses et de voir comment les acteurs réagissent à ces différentes formulations d'hypothèses. Et sur la base de ces scénarios, se dire, ce scénario-là, je pourrais l'acheter, je pourrais être favorable à l'implantation de cette solution dans ce cas-ci. Dans un autre cas, c'est pas viable, c'est pas faisable, c'est pas désirable. Donc, d'être vraiment dans l'aspect formulation d'hypothèses, scénario fictif. Et on voit ici la déclinaison, ici une représentation du design fiction où on est plus dans le domaine du plausible dans la formulation de ces hypothèses. Si on passe exactement. Donc là, vraiment, ce sont les intentions, ou on va dire les démarches, les méthodes. On pensait intéressant aujourd'hui de vous partager finalement comment animer les rencontres de cette plateforme avec nos acteurs, les parties prenantes. C'est tout simplement avec un protocole d'animation. On disait un peu plus tôt qu'un bon brainstorm ne s'invente pas, ou c'est que la créativité, finalement, une créativité systématique s'encadre, se pense d'avance pour être le plus près possible le jour J et de favoriser les interactions et l'émergence d'idées avec donc l'outil que nous utilisons à tous les jours au LIO, notre protocole d'animation. Donc, vous avez ici une image d'un protocole que nous utilisons dans le projet Brio. Et donc, je ne vous demanderai pas nécessairement de lire, évidemment, l'ensemble de ces cellules, mais c'est un Google Sheet que nous utilisons avec donc la suite Google qui favorise la collaboration puis l'incrémentation du document en temps réel et par de multiples parties prenantes. Donc, vous voyez ici que ce document est partagé en plusieurs rubriques. Au niveau des légendes, qui va faire l'animation, des sections au niveau de l'observation et des sections qui concernent la synthèse réalisée, la synthèse de l'événement ou de l'activité en soi. Puis, vous voyez bien ici que à travers les flèches rouges, on pointe donc quels sont les objectifs de la rencontre, les livrables prévus,
ainsi que les livrables fournis le jour de la rencontre. Et puis ensuite, on va aller détailler minute par minute notre protocole ou les interactions. Donc ça, c'est quelque chose qu'on prévoit d'avance. On va dire qu'on prévoit un 5 minutes de brise-glace, on va prévoir un 10 minutes pour telles actions et on va, à travers ce document, faire la synthèse de tous les outils, tous les documents, tout le matériel nécessaire pour avoir une activité donc d'intelligence collective optimisée et optimale. C'est Je vais vous beaucoup, parler Pauline. de l'espace de la solution. Avec Pauline, vous avez vu la définition du problème. De mon côté, si tu peux avancer, Jimmy, on va parler vraiment de la section qui est au centre, c'est-à-dire l'espace de la solution. Il y a 2 ans, non, plus que ça, c'est pas vrai, en 2019, hein, le temps passe vite, il y a comme eu un trou pandémique. En 2019, on a fait un projet qui était financé par le ministère de l'Économie et de l'Innovation au Bas-Saint-Laurent. C'était pour voir comment on pouvait intégrer le numérique pour les entreprises d'économie sociale en culture et en tourisme. Ce projet-là avait 2 volets principaux. Le premier, qui était d'explorer pendant une année ce que le numérique pouvait apporter. Alors, il y a eu des sessions d'apprentissage, des ateliers, tout ça. Le deuxième volet, c'était d'agir collaborativement pour trouver des solutions à des problèmes précis. Ce qu'on a fait, on a fait un appel à projet. Il y avait 3 cellules qui ont été choisies. Je vais vous présenter les projets de 2 cellules aujourd'hui. La première, c'était le musée maritime de Pointe-au-Père avec le bateau l'Empress of Ireland. Le deuxième dont je vais parler ensuite, c'est le parc côtier Kiskotok à Kakuna. Ce qu'ils voulaient faire au musée, au site historique maritime de Pointe-au-Père, c'était de faire vivre l'histoire du navire de l'Empress of Ireland, mais pour les jeunes de 8 à 12 ans environ. On a travaillé ensemble, c'est les membres de la cellule que vous voyez là, des gens de Pointe-au-Père, mais aussi des gens d'autres organismes qui sont bien réfléchir ensemble pour trouver une solution qu'on voit à la diapo suivante. Ils ont imaginé un parcours pour les jeunes, un parcours de journaliste où les jeunes devraient collecter de l'information, prendre des photos, écrire des petits articles et éventuellement publier un petit journal qu'ils pourraient prendre pour repartir avec. L'outil qu'on voit ici, puis je vais vous le montrer aussi tout à l'heure, c'est un parcours utilisateur. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On peut parler aussi de scénarimage. Le deuxième projet, c'était au Parc côtier. L'équipe du Parc côtier voulait transmettre certaines facettes de l'identité de la Première Nation Wolastoqiyik-Weshpiquk. Comment faire ça et comment le faire, notamment auprès des jeunes également? Alors, dans leur cas, ils ont imaginé un bâton de parole que vous voyez ici en prototype, c'est-à-dire un bâton avec des capteurs. Il y avait des capteurs aussi dans le parc pour que le bâton se mette à parler selon l'endroit où on se trouvait dans le parc pour faire de l'interprétation. C'est un audio guide, dans le fond, mais sous forme d'un bâton de parole ou d'un bâton de marche, où les gens pourraient choisir différents, s'ils veulent entendre parler de la faune, de la flore, des Wolastoqiyik, peu importe, ils pouvaient choisir l'élément. Je vous parle d'outils maintenant. Bon, ici, le scénarimage, c'est celui du bâton de parole, où on voit qu'une image vaut 1000 mots, hein, c'est ce qu'on dit, où on voit les enfants sur la route entre Montréal et la Gaspésie arriver à Kakuna et être plus tenables dans la voiture. Les parents arrêtent, s'amusent avec le bâton, les jeunes regardent partout, dépensent l'énergie et ils peuvent repartir en direction de la Gaspésie. Un autre outil, c'est ThingLink, qu'on aime beaucoup. C'est un outil que j'utilise avec un projet que je conduis actuellement, qui est un laboratoire d'innovation pour réduire les inégalités numériques en éducation. Et on voit cet outil-là nous permet de faire un chemin de vie qu'on a placé à 360 degrés, mais qui pourrait être tout simplement plat. Et on peut cliquer sur chacune des pastilles pour aller chercher ce qui s'est passé à ce moment-là, ou du transfert de connaissances, ou les plateformes, les objectifs. Alors, on peut mettre énormément d'informations. Point de vue transfert de connaissances, c'est extrêmement intéressant comme outil. Je vous le recommande. Maintenant, on va se diriger vers l'espace de la mise à l'échelle. Merci, Annie. Effectivement, c'est moi qui vais vous parler de l'espace du changement.
Bien souvent, quand on fait des projets en innovation ouverte, en laboratoire vivant, en design thinking, on va penser justement à définir le problème, comme on l'a vu. On va penser des solutions, puis on va arriver à des prototypes. Puis on se focalise beaucoup sur comment est-ce que on pense une solution, un prototype en fonction des besoins des utilisateurs finaux. Quelque chose qui est vraiment central dans l'innovation ouverte, comme dans le laboratoire vivant. Dans l'espace du changement, on va essayer d'aller plus loin pour penser comment est-ce qu'on va intégrer notre solution dans son écosystème plus large. On peut aller à la slide suivante, Ginny. Donc, vous voyez, on arrive effectivement un peu dans les dernières étapes. La finalité, c'est bien d'avoir une adoption large de la solution, pas simplement d'arriver avec un prototype qu'on a testé qui fonctionne, mais bien d'implanter le prototype dans un écosystème plus large. Si on passe à la slide suivante, donc c'est ça. On va viser des impacts systémiques quand on rentre dans l'espace du changement. Il faut imaginer qu'on a une solution, on l'a testée, elle est prête. Maintenant, c'est comment on va la mettre à l'échelle. Comment est-ce qu'on fait en sorte qu'on sort du petit espace d'expérimentation qu'on a eu pour la mettre à l'échelle de tout un territoire, d'une région, d'une ville, d'un pays. Comment on va modéliser ce qu'on a fait pour pouvoir le transférer. Pauline nous a déjà parlé justement du transfert. Ça devient essentiel à ce moment-là pour être capable de reproduire les solutions qu'on a faites puis faire en sorte qu'elles se diffusent. L'espace du changement, c'est aussi beaucoup de la mise en réseau, c'est-à-dire on a travaillé à l'échelle d'un projet et d'une communauté. Comment est-ce qu'on va se connecter avec d'autres communautés ailleurs sur les territoires pour prendre ce qu'eux, ils ont fait, puis diffuser ce que nous, on a fait pour, là encore, mettre à l'échelle. Pour illustrer ça, je vais vous parler d'un projet que je coordonne qui s'appelle Fab Région Bas-Saint-Laurent. Alors, Fab Région, pour bien le comprendre, ça vient d'un réseau international qui s'appelle Fab City. C'est un réseau qui compte 49 territoires dans le monde et le point commun de tous ces territoires, c'est d'avoir pris l'engagement d'atteindre au moins 50% d'autonomie dans nos consommations d'ici 2054. Donc, c'est un réseau pour l'autonomie des villes et des territoires. Puis, le Bas-Saint-Laurent, on est devenu le premier territoire canadien à rejoindre ce réseau-là en 2020. Pour vous dire très rapidement ce qu'on fait, la mission qu'on s'est donnée, c'est co-créer une transition vers une autonomie régionale durable et inclusive. Donc, atteindre au moins 50% de ce qu'on consomme. Puis, on vise 4 secteurs qui répondent à nos besoins essentiels, se nourrir, se vêtir, se loger, se déplacer. Ce qui est important ici, c'est pas tant ça que les grandes étapes justement de transition. Quand on pense, dans Fab Région, on a tout de suite pensé à se dire comment est-ce que toutes les solutions qui existent déjà pour la transition socio-écologique, comment est-ce qu'on va favoriser de les mettre à l'échelle, de les implanter dans leur écosystème. Pour ça, on s'inspire beaucoup des théories de la transition puis des pratiques qui se font dans la littérature et dans les projets de transition. Le modèle qu'on a défini, il est relativement simple. D'abord, il faut faire des portraits. On va y revenir juste après. On veut connaître notre situation actuelle. On met en place une arène de transition qui est l'espace dans lequel on va regrouper les acteurs qui participent au projet. Et on veut définir une vision, un futur désirable. L'essence, à mon avis, d'un projet comme ça, qui vise un changement écosystémique, c'est de mettre en place des trajectoires. Les trajectoires, c'est comment est-ce qu'on relie notre situation actuelle à un futur désirable, dans lequel justement on a réussi à implanter toutes les solutions, toutes les innovations qu'on a développées, qui existent déjà. Une fois qu'on a cette trajectoire, on les transforme en un agenda, c'est-à-dire une planification de la mise en œuvre. On va expérimenter et on va mettre à l'échelle progressivement. Vous voyez qu'on est sur un temps très long, 2021 jusqu'en 2054. Quand on rentre dans l'espace du changement, on ne travaille plus à l'échelle de quelques semaines ou quelques mois, on travaille à l'échelle de plusieurs années parce que ça prend du temps, nécessairement. Quelques outils concrets qu'on a utilisés dans Fab Région justement pour penser et mettre en œuvre le changement. Le premier, c'est ce qu'on a appelé les autoportraits. Comme on l'a dit, c'est important de connaître notre situation de départ. Ce qui est important, surtout, il me semble, dans cette idée de faire des portraits, des diagnostics, des états de situation, c'est de les faire en mode collaboratif. Et c'est surtout de se donner une vision de c'est quoi l'écosystème dans lequel on va implanter notre solution, à quoi ça ressemble, c'est qui les partenaires, c'est quoi les enjeux, c'est quoi les problématiques, c'est quoi le territoire. Donc, replacer la dynamique d'innovation dans le système dans lequel on va s'implanter, donner un point de référence partagé, avoir un diagnostic, c'est aussi commencer à avoir un langage commun, c'est apprendre à travailler ensemble et c'est engager tout le monde dans le processus. C'est pour ça que nous, quand on s'est lancé là-dedans, on n'a pas parlé de faire un portrait du territoire, mais bien un autoportrait pour que tout le monde y participe et que ce travail-là, ce soit déjà un engagement dans l'espace du changement. Le deuxième outil dont je veux vous parler, dans lequel on va rentrer un peu plus en détail, c'est ce qu'on a appelé le générateur de trajectoire. Donc là, comme je vous disais, on est vraiment, à mon avis, au cœur d'un processus de changement.
avec quelques idées simples, co-construire une vision positive du futur. Ça paraît simple, mais c'est pas si facile à faire. Replacer l'innovation dans une dynamique d'action collective. Il se passe déjà des choses quand n'importe quel territoire sur lequel on intervient, dans n'importe quel projet, il se passe déjà des choses. On veut s'intégrer dans cette dynamique-là et on veut, là encore, favoriser l'engagement de tous. On va rentrer un peu dans le détail du générateur que je vous ai mis en tout petit là pour aller voir un peu plus dans le détail comment ça se passe. Et pour vous donner une idée un peu concrète de comment on s'y est pris, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout simplement organisé des grandes rencontres un peu partout à travers la région pour aller demander aux gens, selon vous, à quoi ça ressemblera le bassin Laurent en 2054. Puis on a compilé toutes les données qu'on a recueillies auprès d'élus, d'experts, d'entreprises, de citoyens, de citoyennes. Puis on arrive, si là on prend le cas de se déplacer, on arrive à une vision finale en 2054. L'évolution de nos consommations, de notre production régionale nous ont permis de nous affranchir du pétrole pour être quasiment autonomes en énergie. Cette vision-là, on la décline en différents jalons qui sont dans le temps, comme vous voyez. Donc, en 2024, on s'est donné un objectif pour les politiques publiques. En 2034, on a un objectif pour le transport actif. Puis, pour l'auto-solo, on a décliné ça en différents objectifs. Puis, rendu là, pour chacun des objectifs, on a comme beaucoup d'idées qui sont ressorties. Si on va à droite, Jimmy, puis qu'on découvre cette partie-là, voilà. Vous voyez que si on regarde sur le transport actif, on a recueilli plein d'idées, plein de possibilités pour y contribuer. Puis au lieu que nous, on prenne toutes ces idées-là, puis qu'on trace une trajectoire qu'on va, entre guillemets, imposer aux gens, qu'on va donner toute prête aux gens, l'idée, là, c'est que les gens peuvent aller construire leur propre trajectoire en disant, pour le transport actif, moi, cette partie-là, elle m'intéresse, je la prends, puis je pense qu'elle doit arriver dès 2023, j'en ferai une priorité. Puis telle autre chose, elle m'intéresse aussi, mais je la mettrai un peu plus tard. Puis ces bouts-là, ils m'intéressent un peu moins. Fait que chacun va pouvoir composer sa propre trajectoire pour voir comment il va participer à la dynamique de changement collectif. Donc, on peut le faire collectivement, on peut le faire individuellement, on peut le faire à l'échelle d'une famille, à l'échelle d'une organisation, à l'échelle d'un collectif. Bref, ça peut être approprié par différentes personnes. L'idée, c'est bien que ça donne un espace pour que chacun puisse prendre conscience de voilà les objectifs qu'on se donne en commun pour changer et voilà comment est-ce que moi, je peux y contribuer en rajoutant différentes idées. Donc, voilà pour notre générateur de trajectoire dans FabRégion, ce qui fait le tour, je pense, de la partie que j'avais à vous présenter. Alors, après toutes ces informations qui ont déferlé vers vous, on sait que ça peut être lourd. En plus, on voulait toujours faire ça concret, puis moi-même, en le regardant, j'étais comme « Oh my God! » C'est intéressant, mais il y en a du stock. Fait que, en conclusion, ce qu'on voulait vous partager, c'est qu'on a expliqué un peu l'innovation ouverte de manière basique comparée à l'innovation qui était plus fermée, présenter les différents types d'acteurs, des processus. Après ça, on a présenté l'approche du laboratoire vivant assez rapidement, disant que c'était vraiment une expérimentation en contexte réel. Et on a fini par vous présenter des méthodes et des outils. Donc, on avait le ThingLink, on avait le générateur de trajectoire, on avait le protocole d'animation. Alors, c'est à vous maintenant, la parole passe à vous. Il nous reste une quinzaine de minutes pour pouvoir prendre vos questions, faire des petites discussions sur ces différents thèmes, ou voir vous, c'est quoi vos besoins et vos enjeux reliés à vos pratiques et méthodes et outils d'innovation ouverte. Puis on sera toujours disponible après cette rencontre-là pour vous rencontrer si vous avez des besoins spécifiques. À vous la parole. Merci beaucoup pour votre attention. David, est-ce que tu es toujours là? Je suis toujours là. Peut-être arrêter le partage d'écran, comme ça on va voir qui est encore là. Ouais. Merci tout d'abord, c'était fascinant. Puis c'était vraiment le fun pour moi, j'ai eu la chance là, de collaborer avec Jimmy dans les probablement 18 derniers mois. Puis ce qui est incroyable, c'est que votre capacité de gérer des projets d'un niveau de complexité extrême dans la bonne humeur. Puis vous avez vu avec les différents outils que vous avez montrés, vous réussissez à garder une certaine légèreté tout en sachant qu'on parle de beaucoup de gens puis beaucoup de complexes, de théories très complexes. Fait que je vous lève mon chapeau. Donc, vous, aux participants, vous pouvez réagir, commenter. Peut-être que même dans la salle, vous auriez le goût de partager une problématique qui pourrait être une occasion pour l'équipe du LLIO de réagir sur les bases, les bonnes pratiques. Là, on a 15 minutes avec eux pour profiter-en. Cynthia.
Oui, en fait, moi, j'avais une petite question. Étant donné que c'est un concept vraiment très nouveau et, mais je parle, mettons, au niveau de l'éducation, des centres de services scolaires ou de la ville, où c'est peu connu encore. Comment on peut sécuriser la personne avec laquelle on aimerait créer, collaborer dans ce même type de... Excusez-moi, mes chiens. OK. Je voulais savoir comment on peut rassurer la personne, c'est ça, faciliter en fait ce contact-là. Est-ce qu'Annie est encore là? Je sens que ça serait une bonne personne pour elle. Alors, c'est ça que j'allais dire. On ne peut pas répondre. C'est Annie, notre spécialiste en éducation, puis elle est partie. Fait qu'on ne pourra pas répondre. Mais ça peut être avec la ville ou avec les MRC ou dans le fait de toutes sortes d'organisations qui sont c'est ça, qui ne connaissent pas tant que ça, ce nouveau concept, puis que des fois, ça peut faire peur, en fait, quand tu ne connais pas ce concept. Pauline, tu veux-tu commencer? Je pourrais dire, oui, assez rapidement que la méthodologie, elle commence à être je veux dire, on commence à avoir des histoires à succès. On a une littérature aussi ou des bases qui démontrent que le fait d'avoir différents collaborateurs, différentes méthodologies pour penser un problème, penser une solution, mais on a des cas qui fonctionnent. Il y a des cas qui fonctionnent un peu moins, mais en tout cas, on est capable de démontrer la démarche robuste. Puis c'est une façon un peu de rassurer nos partenaires, nos collaborateurs. Mais j'ai l'impression que c'est quand même un commentaire ou un état d'esprit qui se retrouve assez régulièrement. Puis on dit souvent de faire confiance au processus. Ça, c'est aussi une phrase qu'on utilise beaucoup puis qui fonctionne finalement. Ce serait peut-être mon premier élément de réponse. Merci beaucoup. Je compléterai un bout de Pauline. Je vous ai mis dans le chat ce qu'on appelle le fuzzy front-end. Moi, je suis convaincu qu'on a des outils aujourd'hui qui marchent, mais les gens, ils ne peuvent pas le savoir tant qu'on ne l'a pas essayé avec eux. Puis, le meilleur moyen de les rassurer, c'est de leur dire, vous allez être perdus dans le processus à bien des moments. Des fois, vous n'allez pas comprendre ce qui se passe, puis c'est normal, ça fait partie du processus. Le fuzzy front-end, ça illustre bien cette idée qu'au début, c'est un peu chaotique pour tout le monde parce qu'on va explorer plein de choses. On est dans l'expérimentation, on est dans l'exploration. Puis petit à petit, on a les outils pour accompagner là-dedans. Mais le fait de nommer ça, le fait de le dire que c'est des processus qui sont complexes dans lesquels on va faire des détours et des erreurs, ça a tendance à rassurer les gens qui disent « OK, c'est normal si je suis perdu, ça fait partie du processus ». Si je peux me permettre, peut-être, je ne suis pas un expert comme vous, mais j'ai la chance de collaborer avec pas mal d'organismes. Puis, moi, dans le fond, si on n'a jamais vécu une expérience comme celle-là, c'est un peu ce que Steve vient de dire, mais si on n'a jamais participé à un atelier d'intelligence collective ou à un processus d'innovation verte, c'est un concept qui est ultra abstrait. Fait que ne serait-ce que, puis des fois, il y a aussi d'entamer une démarche d'innovation verte sur quelque chose d'envergure, c'est beaucoup de barrières, mais c'est possible de le faire à très petite échelle avec je dirais, là, il y a moins de risques, entre guillemets, juste pour la démarche puis vivre l'expérience. C'est aussi une bonne occasion pour quelqu'un qui serait peut-être réfractaire de vivre quelque chose qui n'a pas de décision à prendre, il y a juste à vivre l'expérience, à découvrir les bases, puis après de prendre, avec une ouverture, de grandir de projet à projet. Je ne sais pas si, Steve, Jimmy, c'est pertinent ce que je viens de dire là. Oui, vraiment. Il y a quand même je ne sais pas c'est combien de pourcentage de la population qui sont tellement mal à l'aise comme dans ces processus-là. Puis après ça, c'est voir c'est quoi les mécanismes, les partenaires, les mécanismes de partage d'insécurité. Dans le sens fourrant, du côté empathique, de chacun des partenaires, de bien comprendre qu'est-ce qu'ils viennent chercher dans le projet, qu'est-ce qu'ils ont peur de laisser aller dans le projet aussi. Parce que c'est souvent ça. Puis après ça, il y a des mécanismes qui sont comme est-ce qu'on pourrait, ils vont contacter le chargé de projet, est-ce qu'on peut se parler de cette thématique? Plus qu'il y a de trust entre les personnes, plus qu'ils vont dire je veux te parler avant que l'information arrive pour dire je quitte le projet. Fait que c'est vraiment de bâtir le lien, autant dans les approches qui est dur, c'est de rassembler l'information avec tous les partenaires, mais de bâtir un lien un à un avec les partenaires qui sont à l'aise de venir te dire qu'est-ce qui ne fonctionne pas, parce que même en leur disant ça va être fuzzy puis tout ça, bien, je sens qu'il y a une majeure partie de la population qui, à différentes étapes, voudront plus s'engager ou vont tellement trouver ça difficile. Et je pense qu'il ne faut pas se cacher que moi, je vis ça comme chargé de projet. Là. Ma volonté de me retirer des projets est
souvent, là, je me dis ça ne marchera jamais, puis là, après ça, on redonne un coup, puis on dit, hey, toi, Kevin, qu'est-ce qui ne marche pas là? OK, il y a ça. Est-ce que vous pouvez vous entendre là-dessus? OK. Fait que, c'est dur pour tout le monde, même si nous, on dit, hey, on comprend, puis on le trust. Puis oui, parce qu'on l'a vécu souvent, c'est plus facile de dire, ah, laisse aller, ça va être correct à un moment, on va converger, puis ça va y arriver. Mais avant de le faire, surtout quand on ne l'a pas fait, là, ouf. Puis c'est des émotions, c'est humain à humain. Il y a plein d'enjeux émotifs, non dits, communicationnels qui viennent en ligne de compte aussi, qui sont peut-être à essayer de lire. Puis une des méthodes que nous on utilise, c'est l'évaluation évolutive, qui est une manière de prendre des notes sur ta gestion de projet pour avoir une réflexion distante de ta charge de projet, disant ça, c'est mon projet, ça, c'est moi comme individu, voilà comment on gère les personnes, puis pas se laisser trop impacter ou en tout cas avoir une certaine distance entre les émotions vécues dans la collaboration puis notre vie personnelle. L'évaluation évolutive peut être un bon outil pour avoir une certaine distance dans la réflexion. Toi, Ludo, qui a la main levée depuis un petit bout. Oui, salut. Là, je pense qu'il reste comme pas beaucoup de temps. Hein? 6 minutes. OK. En masse pour que tu poses ta question. OK, super. Ben, moi, je me posais une question concernant ce que vous faites comme service. En tant que citoyen, je me demandais comment on peut aller chercher justement de l'aide concernant des projets qu'on voit passer, nous, en tant que citoyens, qui sont souvent gouvernementaux ou municipaux, et comment on peut proposer des projets comme vous faites pour des projets gouvernementaux et politiques. Est-ce que c'est possible? À vrai dire, c'est quand même compliqué, puis ça dépend peut-être de l'infrastructure des villes. S'il n'y a pas de comité citoyen ou de démarche participative plus à long terme, ça devient presque compliqué. C'est ça qui est dur au niveau de l'implication citoyenne dans l'innovation collaborative. Ça reste quand même une difficulté. En tout cas, ça dépend des territoires, je dirais, dans la capacité. Je peux te donner une vie en tant que telle parce que je suis de Québec, en fait. Mm-hmm. Puis, je me posais beaucoup de questions sur les consultations publiques, en fait. Puis, je me demandais si systémique pour vous, ça pouvait aussi être systémique dans cette optique-là. Oui, on prendrait vraiment bien un contrat de refonte de l'approche participative de certaines villes. J'ai moi-même travaillé 9 ans à l'Office de consultation publique de la Ville de Montréal. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Dans ce cadre-là, on avait un petit laboratoire d'innovation où on développait des technologies. Puis il y a le droit d'initiative à Montréal. Fait que n'importe quel... il y a un article qui dit que n'importe quelle considération citoyenne qui a plus que X signatures, donc de pétition, bien, l'Office de consultation tiendra une consultation publique, puis ça permet des consultations super dynamiques. Alors que les autres villes, je n'en connais pas d'autres que dans leur réglementation, il y a ceci, puis qui ont une charte de la participation et un organisme indépendant pour gérer cette participation. Fait que de plus en plus, je sens qu'on est appelé, c'est très le lac mégantic en ce moment, où c'est des projets citoyens d'un groupe sur les transitions énergétiques, où ce que là, avec les citoyens, on converge vers des idées de projets porteurs pour la transition énergétique, puis là, on les accueille. Mais ça, c'est une subvention fédérale qu'ils ont reçue avec Hydro-Québec aussi. Alors, c'est eux puis nous qui sont pas mal à la chercher pour créer ça. Alors, de voir où il y aurait des synergies à Québec aussi, c'est une bonne question. Je rebondis sur quelque chose que j'ai vu passer dans le chat que je trouve intéressant, l'idée que ça pourrait être un comité de citoyens qui va chercher et une équipe qui va impliquer petit à petit des élus, des politiques, des institutions. Je pense que c'est vraiment une bonne idée. Si on veut faire un tour de roue de plus, moi j'ai l'impression qu'une des situations la plus idéale, c'est d'essayer tout de suite de former un groupe qui va être multi-partie prenante, dans le sens où si c'est des citoyens qui demandent à des élus de venir participer dans une action qui est déjà citoyenne, les élus vont probablement pas se sentir super à l'aise parce que c'est pas leur mode habituel de fonctionnement, c'est pas leur vocabulaire, c'est pas leur mode d'action collective habituel. De la même manière, si on demande à des citoyens de venir s'insérer dans un projet hyper institutionnel et politique, ben souvent ils vont pas se sentir avoir beaucoup d'espace. Ce qu'on a essayé de faire dans Fabre-Région, par exemple, c'est de dire allons chercher quelques citoyens et citoyennes impliqués, quelques élus impliqués, quelques entrepreneurs, quelques organisations et formons un collectif tous ensemble qui est en dehors de chacun des espaces habituels des acteurs, ce qui fait que personne est en terrain connu. On va devoir créer le terrain tous ensemble, puis là, on va définir notre vocabulaire, notre logique d'action, notre grammaire d'action et tout ça. Je vous dis ça,
là encore, on n'a pas de baguette magique, c'est hyper complexe à faire, mais c'est la situation idéale quand on y arrive parce que justement, personne ne se sent pris à devoir jouer avec les règles de l'autre, quoi. Peut-être un des best practices qu'on essaie, nous, de répliquer, c'est Participatory City à Londres, qui est vraiment une approche bottom-up. Parce que là, la question, c'est comment financer une approche bottom-up pour pouvoir avoir de l'impact et avoir une drive citoyenne à un mouvement collectif. Et le gros nerf de la guerre, c'est comment le financement se fait. Nous, c'est plus facile. Les gouvernements ils nous ont dit, hey, les CCTT, vous pouvez demander de l'argent pour ça, ça, ça. Fait que là, on peut aller demander de l'argent puis ils nous donnent. Là, est-ce que, dans le fond, ça serait de développer avec un CCTT une approche, ça peut être une des possibilités, de voir différents organismes de développement communautaire reliés à la participation citoyenne aussi pour aider. Voilà. Ben, ça répond vraiment bien à ma question. Puis conseils de quartier aussi à Québec. Les conseils de quartier, c'est ça le dispositif qui peut aller solliciter. Ben, oui, ça relie aussi ça, en fait. C'est tellement comme des sous-groupes par-dessus sous-groupes, là, mais ouais. En tout cas, ça donne une idée derrière tout ça. Je ne sais pas si je peux me permettre, là. C'est peut-être une idée un petit peu différente de ce que j'ai entendu, mais à Ludo, c'était pour répondre à Ludo. Dans le fond, moi, on a un projet en mobilité durable, puis on a appliqué sur l'appel à projet du MTQ, mais comme partenaire. Donc, on a trouvé une ville qui a déposé, mais nous, on était partenaire chargé de projet et technologique. Donc, ça peut être une façon de faire aussi. C'est quel est votre organisme, madame? Ça s'appelle ROMI. Okay. Ben, Jimmy, le mot de la fin, si tu veux. Merci beaucoup. Je ne sais pas, merci tellement d'avoir été là. Pour nous, c'est toujours impressionnant qu'il y ait autant de monde qui veulent entendre parler d'innovation verte. Je sais que c'est théorique et souvent non concret. Alors, j'espère que les thématiques des projets vous ont aussi ouvert les yeux sur des secteurs dans lesquels on peut le faire, puis des méthodes et outils appliqués. Si vous voulez nous rejoindre, dans le fond, pour l'instant, vite demain, je dirais de passer par LinkedIn. Sinon, on peut mettre vous pouvez mettre chacun des partenaires du LIO vos emails dans le chat, peut-être pour qu'on puisse... On a mis le lien vers le site du LIO sur lequel vous avez les contacts aussi pour nous rejoindre. Puis pour boucler le début de ta présentation, Jimmy, moi je finirai sur libérer, délivrer, simplement. Alors, merci énormément à la gang de l'Elio pour votre générosité puis votre clarté. Puis c'était vraiment, vraiment bien, vraiment intéressant. Merci à tout le monde de votre temps. J'espère que vous avez retiré ce que vous vouliez retirer aujourd'hui. Pour ceux qui, si jamais quelqu'un vous demande de voir la vidéo d'aujourd'hui, ça va être disponible d'ici une semaine dans la vidéothèque des Forces fraîches. Le site web est dans le chat. Dernier point aussi que je voudrais rajouter, c'est que avec les Forces fraîches, on essaie d'organiser des rencontres d'intelligence collective puis de réseautage aussi pour faire du pont, du lien un peu partout au Québec. On essaie des affaires. En ce moment, on essaie de valider la pertinence d'organiser. On organise des randos et micros des fois, donc des événements de réseautage en nature en forme de randonnée. Là, on aimerait ça explorer la possibilité de lancer des vélos et micros, des événements sur 2 roues de réseautage. En fait, l'idée, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin d'un porteur de projet par territoire qui aurait le goût d'animer une communauté de vélistes. Le format est à définir. Tout est à définir. Fait que bref, j'ai mis un petit sondage dans le chat si vous voulez donner vos commentaires. Ça peut être le vélo, ça ne m'intéresse pas. Ça peut être aussi, vous avez d'autres idées. À la fin, je pense que l'important, c'est surtout d'avoir des espaces pour se rassembler puis continuer ces discussions-là qui sont si nourrissantes parce que je pense qu'on a beaucoup à s'apporter mutuellement à travers le Québec. Donc, je vous souhaite une fantastique fin de journée ou de bel après-midi et au plaisir de vous revoir pour le prochain atelier qui va être sur la mobilisation des bénévoles et des employés. Avec Lucie, là j'ai son nom de famille, elle est ici, Lucie Marcoux. Salut! Salut Lucie! Donc on va faire un atelier, je pense que c'est le 28 avril, est-ce que je me trompe? 26 avril. C'est pas plutôt le 26? 26 avril, merci, à midi. De toute façon, tout va être disponible puis aussi un groupe Facebook des Forces fraîches, un groupe d'intelligence collective pour que les partenaires de projets, les organismes de développement économique puissent partager de l'information, des idées. Donc sur Facebook, c'est Forces fraîches, Intelligence collective pour entrepreneurs en région. Et vous pouvez rejoindre l'infolettre des Forces fraîches sur le site des Forces fraîches. Donc, sans plus tarder, je vous libère. Merci d'être là et au plaisir de vous revoir le 26 avril. Merci beaucoup.
C'était vraiment très